Mes parents ont proposé de payer l'intégralité de mon mariage de 40 000 $ après avoir offert 500 000 $ à mon frère aîné, l'enfant chéri de la famille, comme cadeau de mariage. J'ai accepté, pensant qu'ils me considéraient enfin comme leur enfant. Mais ensuite, j'ai reçu un email me demandant de rembourser toute la somme. Alors je les ai remboursés, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient. À seulement 4 ans, j'étais capable de réciter un poème en espagnol à mes parents parce que j'avais un but bien précis, obtenir le dernier cookie dans le pot à biscuits. Mais ils ont simplement hoché la tête, pris le dernier cookie et l'ont donné à mon frère de 8 ans, simplement parce qu'il était allé aux toilettes tout seul pour une fois. Cela a en quelque sorte posé les bases de toute ma relation avec mes parents. En grandissant, il avait droit au dernier gadget, à de plus beaux vêtements et à beaucoup plus d'attention. Quant à moi, je faisais avec des vêtements usés et j'ai commencé à travailler les week-ends à 14 ans pour m'acheter ce que je voulais. Mais le vrai choc est arrivé quand Jake, aujourd'hui âgé de 34 ans, s'est marié il y a 4 ans. Mes parents lui ont offert, à lui et à sa femme, la somme ahurissante de 500 000 $ comme cadeau de mariage, ce qui leur a permis d'acheter une superbe maison dans un quartier huppé. Bien que j'ai ressenti un petit pincement, j'étais sincèrement heureuse pour lui à l'époque, surtout que ma propre vie avançait bien. J'avais réussi à épargner correctement et je sortais avec Alex, l'amour de ma vie. Et l'été dernier, quand Alex m'a demandé en mariage, j'étais absolument aux anges. Nous avions prévu un budget d'environ 40 000 $, ce qui nous semblait raisonnable pour le mariage élégant mais sobre que nous imaginions. Et là, une fois de plus, mes parents m'ont surprise. Mais cette fois, dans le bon sens. Car, sans prévenir, ils se sont portés volontaires pour couvrir l'intégralité des frais du mariage. J'étais bouleversée par tant d'émotions. Pour une fois, j'avais l'impression qu'ils me reconnaissaient comme aussi importante que mon frère. À ce moment-là, je me suis dit que ça ne servait à rien de trop réfléchir. Le jour de notre mariage était comme le calme avant la tempête. Mes parents ont fait des discours touchants, ont dansé avec nous, et semblaient sincèrement heureux. Puis, 2 jours après le mariage, j'ai reçu un email de mon père. Je m'attendais à ce que ce soit à propos de notre lune de miel ou même un simple remerciement pour l'invitation au mariage. Mais à la place, c'était une facture détaillée, ligne par ligne, recensant chaque dépense qu'ils avaient couverte pour le mariage. Le message était bref et froid. Nous attendons un paiement rapide. Je suis restée pétrifiée devant l'écran, complètement abasourdie. La facture s'élevait à 39 782,45 $, prenant en compte chaque apéritif et chaque arrangement floral. Mon estomac s'est noué. Alex m'a trouvée figée, des larmes de colère coulant sur mon visage, recroquevillé en boule. Il était fou de rage. L'argent n'était pas le problème. On pouvait se permettre de payer si besoin, mais ce n'était pas la question. Mes parents avaient présenté cela comme un cadeau et semblaient même enthousiastes à l'idée de participer aux préparatifs. Plus j'y pensais, plus j'étais furieuse. C'était comme si tout le bagage émotionnel des années de favoritisme avait abouti à cet acte cruel. Le lendemain matin, après une nuit blanche à en discuter avec Alex, j'ai pris ma décision. J'ai rédigé un chèque pour le montant total et j'y ai joint une lettre. Je n'ai pas voulu les affronter directement, sachant que je ne pourrais pas garder mon calme émotionnellement, et je ne voulais pas que cela dégénère en dispute. Dans ma lettre, je leur ai rappelé que j'étais indépendante depuis mes 15 ans, que j'avais toujours payé mes propres dépenses pendant que je les voyais tout offrir à Jake. Je n'ai rien retenu. J'ai évoqué leur traitement inégal, le fait que je n'avais jamais rien dit, leur façon cruelle de me tendre une carotte pour ensuite me la retirer, me traitant comme une étrangère. Et enfin, j'ai conclu en leur faisant savoir que je refuserais toute aide future de leur part, y compris l'héritage. Après avoir envoyé la lettre et le chèque, j'ai bloqué leur numéro. Et puis, plus rien. Un silence radio total. Pendant plusieurs jours, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux, ce qui n'a fait qu'accentuer ma colère. Mais après quelques jours, c'est là que tout a explosé, car j'ai commencé à recevoir des messages de haine et des menaces, de ma propre famille. Des cousins éloignés, des tantes, des oncles, des amis de la famille ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des textos, m'accusant d'être ingrate et dramatique. Ils disaient que mes parents avaient tant fait pour moi et que je réagissais de manière excessive. Jake m'a appelé aussi, hurlant que j'étais en train de détruire la famille. Il affirmait que j'aurais dû simplement payer la facture sans faire d'histoire. Typique de Jake, toujours de leur côté. Pourquoi ne le ferait-il pas, après tout? Je n'ai répondu à personne. Je ne sais même pas quoi dire. D'un côté, je me sens parfaitement légitime. Après des années à être traitée comme une enfant de seconde zone, ça a été la goutte d'eau, et j'avais besoin de poser mes limites. Mais d'un autre côté, je me demande si je n'ai pas exagéré. Est-ce que j'ai été trop sensible?
Était-ce irréaliste de m'attendre à ce qu'ils considèrent mon mariage comme un cadeau, comme ils l'avaient fait pour Jake? Aurais-je dû simplement payer la facture et passer à autre chose? La famille d'Alex a été incroyablement solidaire pendant toute cette épreuve. Ses parents étaient horrifiés en apprenant ce que mes parents avaient fait, et prennent régulièrement de nos nouvelles, mais les messages constants de ma propre famille commencent à m'user. Je me demande si j'ai bien fait. Est-ce que j'ai mal géré les choses? Aurais-je dû essayer de parler à mes parents avant de couper les ponts? Ou ai-je eu raison de poser enfin une limite après des années à me sentir moins importante que Jake? Je suis vraiment perdue et je ne sais plus si j'ai eu tort ou raison. Une partie de moi pense que j'étais dans mon droit d'être en colère et de me défendre. Mais une autre partie se demande si je n'ai pas créé une fracture familiale irréparable. Peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement. Qu'en pensez-vous? Mise à jour 1. Depuis ma publication, les choses se sont considérablement aggravées. Je n'aurais jamais imaginé que l'envoi de ce chèque accompagné d'une lettre déclencherait un tel chaos, et pourtant, nous en sommes là. Hier matin, j'ai reçu un email de ma mère. Il a réussi à passer à travers le filtrage parce qu'elle a utilisé l'adresse email de son entreprise, que je n'avais pas encore bloquée. Son message était long et rempli d'arrogance. Elle affirmait que la facture n'était pas censée être prise au sérieux. Selon elle, il n'avait jamais eu l'intention d'encaisser le chèque. Toute cette histoire était soi-disant une leçon de vie sur la responsabilité financière. Apparemment, ils voulaient tester ma réaction, et une fois qu'ils auraient estimé que j'avais appris ma leçon, ils prévoyaient de déchirer le chèque et de me surprendre avec un cadeau de mariage de 120 000 $. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Une leçon de vie? Quel genre de parents piègent leurs filles adultes de cette manière? En lisant ce message, j'ai compris très clairement que ce n'était ni une question de justice ni d'amour. Il s'agissait de contrôle. Ils voulaient voir si j'allais obéir aveuglément ou me rebeller. C'était manipulateur et cruel. Sans hésiter, j'ai immédiatement déposé le chèque par application mobile. Hors de question de les laisser le déchirer après ce test. Je voulais qu'ils soient encaissés, qu'ils ressentent le poids de leurs actes. En réponse à l'email de ma mère, j'ai simplement envoyé une courte réponse. Merci de confirmer qu'il s'agissait bien d'un test délibéré et non d'un malentendu. Puis j'ai bloqué son adresse email professionnelle aussi. Je m'attendais à ce qu'ils essaient de me contacter par d'autres moyens, mais je n'avais aucun intérêt pour d'autres jeux ou prétendues leçons de morale. Ce soir-là, la situation a empiré lorsque Jake s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Il a frappé bruyamment à ma porte, en criant mon nom. Au début, je n'ai pas répondu, espérant qu'il finirait par partir. Mais il n'en fit rien. Il s'est mis à hurler à travers la porte, disant que j'étais puérile et que je dramatisais. Il affirmait que nos parents essayaient simplement de m'enseigner la responsabilité, car ils s'inquiétaient de mes habitudes de dépenses. Cette remarque, surtout venant de Jake, m'a mise hors de moi. C'est le même gars qui n'a jamais payé sa facture de téléphone lui-même, qui n'a jamais travaillé sans l'aide de nos parents, et pourtant, il osait me faire la leçon sur la gestion de l'argent. Pendant qu'il continuait son monologue, j'ai discrètement commencé à enregistrer avec mon téléphone. Je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller, alors je voulais des preuves si jamais la situation dégénérait. Jake a continué à dire que je détruisais la famille pour quelque chose de trivial, que je devrais m'excuser auprès de nos parents et tourner la page. Classique. Il prétendait qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser et qu'ils avaient toujours fait de leur mieux pour nous deux. Il répétait sans cesse que je réagissais de manière excessive et que tout cela était de ma faute. Je suis restée silencieuse, refusant d'ouvrir la porte. Je suis restée là, à écouter, bouillonnante de colère. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, il est parti, non sans m'avoir traité d'égoïste et accusé de vouloir couper les liens familiaux pour de l'argent. Après son départ, je suis restée un moment assise en silence, submergée par tout cela. La crise de Jake n'a fait que confirmer ce que j'avais toujours su, ils prendraient toujours leur parti, peu importe à quel point leurs actes étaient blessants ou injustes. Cette nuit-là, d'autres messages sont arrivés de membres de la famille élargie. Apparemment, Jake est allé directement voir mes parents après notre non-conversation, et maintenant il mobilise tout le monde contre moi. Mon téléphone a été inondé de textos d'oncles, tantes et même d'amis de la famille. La plupart des messages suivaient le même schéma, me traiter d'ingrate, m'accuser de créer des drames inutiles, et m'exhorter à présenter mes excuses pour la façon dont j'ai traité mes parents. Un message en particulier m'a marqué, il venait d'une tante que je n'avais pas vue ni entendue depuis des années. Elle disait que j'avais de la chance d'avoir des parents qui se souciaient assez de moi pour m'enseigner de telles leçons, et que je devrais être reconnaissante qu'ils aient dépensé quoi que ce soit pour mon mariage. Elle a conclu en disant que j'étais chanceuse d'avoir des parents qui voulaient être impliqués dans ma vie. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout le monde s'était retourné contre moi. Il semblait que tous avaient décidé que mes parents avaient raison, simplement parce qu'ils avaient de l'argent et de l'influence.
Personne ne semblait s'inquiéter de la manipulation émotionnelle ou des années de favoritisme qui avaient conduit à tout cela. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que je rejetais leur soi-disant générosité, et cela suffisait pour qu'on me condamne. À ce stade, Alex s'est inquiété de l'impact que cela avait sur moi. Il m'a demandé plusieurs fois si je voulais faire une pause des réseaux sociaux et éteindre mon téléphone pour retrouver un peu de calme. Il m'a rassuré, me rappelant que je n'étais pas en tort, et que mes parents avaient toujours utilisé l'argent pour nous manipuler, Jake et moi. Ce qui m'a le plus frustré, c'était l'absence de réponse claire. Mes parents ne cherchaient même pas à m'expliquer les choses davantage. Ils semblaient vraiment croire à leur version des faits, qu'ils étaient simplement des parents incompris essayant de bien faire, alors que j'étais la fille ingrate qui exagérait tout. J'ai commencé à me demander si j'avais mal géré les choses. Peut-être que, au lieu d'envoyer cette lettre et de les bloquer, j'aurais dû avoir une vraie conversation. Mais en même temps, je savais comment ces conversations se terminaient toujours, ils retournaient tout contre moi jusqu'à ce que je m'excuse de m'être senti blessée au départ. C'était un cycle dans lequel j'étais coincée depuis des années, et je n'avais plus l'énergie de le revivre. Pour l'instant, je me concentre sur la vie que je construis avec Alex. Nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre, à part espérer que les choses finiront par s'arranger. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Je tiens à commencer par vous remercier pour toutes vos réponses. Lire vos commentaires, vos conseils et vos histoires personnelles m'a vraiment aidé à digérer les événements récents. C'est un véritable tourbillon émotionnel, et votre soutien compte plus que vous ne le pensez. Même si j'essaie de rester forte, une autre tournure inattendue s'est produite. Quelques jours après la visite de Jake, j'ai reçu un appel du frère de mon père, mon oncle. Nous n'avions pas parlé depuis des années, et honnêtement, je m'attendais à ce qu'il me dise, comme tout le monde, de me réconcilier avec mes parents. Mais au lieu de ça, ces révélations ont complètement changé ma perspective. Il a commencé par dire qu'il avait entendu parler de la situation via les ragots familiaux et qu'il s'était senti obligé de me contacter, car apparemment, ce n'était pas la première fois que mes parents agissaient de façon manipulatrice. Il y a 20 ans, quelque chose de similaire s'était produit entre lui et mes grands-parents, les parents de mon père. Mon oncle avait refusé de tolérer leurs tactiques manipulatrices, ce qui avait conduit mes grands-parents à salir sa réputation auprès de toute la famille, l'accusant de vol et d'ingratitude envers tout ce qu'il lui avait donné. Il m'a expliqué qu'à l'époque, mon père ne l'avait pas soutenu. Au contraire, il s'était rangé du côté de leurs parents, créant un énorme fossé entre les deux frères qui ne s'était jamais vraiment refermé. Mon oncle s'était toujours senti abandonné par mon père, et il lui avait fallu des années pour comprendre comment fonctionnait réellement leur famille. L'entendre décrire le passé faisait écho à ma propre expérience, même si le contexte était différent. Mes grands-parents avaient utilisé l'argent et la manipulation pour contrôler mon oncle, exactement comme mes parents tentent de le faire avec moi aujourd'hui. Au fil de ces paroles, tout a commencé à prendre sens. Le comportement de mes parents n'était pas une anomalie. Ils répétaient des schémas établis bien avant ma naissance. Ils avaient appris ce comportement de leurs propres parents, et mon père, qui avait permis que la situation de son frère dégénère des années plus tôt, jouait maintenant le même rôle avec moi. Mon oncle m'a raconté que son refus de se soumettre aux exigences de mes grands-parents avait eu de lourdes conséquences. Après leur brouille, il l'avait complètement coupé financièrement et émotionnellement. Il l'avait fait passer pour le mouton noir de la famille. Et encore aujourd'hui, certains membres de la famille croient aux mensonges propagés à son sujet. Tout tournait autour du contrôle, m'a-t-il expliqué. Et une fois qu'ils ne pouvaient plus le contrôler, ils l'ont simplement effacé de leur vie. Son histoire m'a donné des frissons. Elle reflétait parfaitement ma situation actuelle. Mes parents étaient en colère parce que j'avais refusé de jouer à leur jeu. Et plutôt que de chercher à comprendre mon point de vue, ils avaient monté toute la famille contre moi. J'ai commencé à réaliser à quel point ce cycle toxique était profondément ancré, et à quel point mes parents étaient persuadés qu'ils pouvaient contrôler leurs enfants par la manipulation. Après notre conversation, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à tout ce qu'il m'avait révélé. Je me suis demandé si, au fond, le comportement de mon père ne venait pas de la culpabilité. Peut-être savait-il qu'il avait abandonné son frère autrefois, et qu'il cherchait maintenant à justifier ses actes en reproduisant exactement les mêmes tactiques. Mes parents ont continué. Dans les jours suivants, des membres de la famille ont continué à m'envoyer des messages. Clairement, Jake avait passé son temps à rallier les autres contre moi. Une cousine avec qui j'avais toujours été proche m'a envoyé un long message m'accusant d'être égoïste et irrespectueuse envers tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Elle disait qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses, mais que je devais faire preuve d'humilité et m'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Son message reprenait les mêmes arguments que tous les autres, ce qui était épuisant à lire. J'ai compris que j'avais grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. Tout venait avec des ficelles,
l'aide financière, le soutien émotionnel, ou même les événements joyeux comme les mariages. Maintenant que j'avais refusé de suivre leurs règles, on m'isolait, tout comme mon oncle l'avait été. Alex est resté mon pilier tout au long de cette épreuve. Après l'appel de mon oncle, nous avons eu une longue discussion sur notre avenir. Il m'a assuré que peu importe ce qu'il adviendrait, nous surmonterions cela ensemble, et que je ne devais rien à personne, ni à mes parents, ni à Jake, ni aux membres de la famille élargie qui se prenaient soudain pour des psychologues amateurs. Son soutien indéfectible a été inestimable. Malgré cela, je me sentais encore déchirée. Mes parents m'avaient causé de lourds dégâts émotionnels, et une part de moi se demandait encore si je ne faisais pas erreur. Y avait-il un moyen de réparer les choses sans compromettre mes limites ? J'ai passé des heures à me débattre intérieurement, à essayer de déterminer si une réconciliation était possible sans sacrifier ma santé mentale. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu un message vocal de mon père, son premier contact direct depuis l'envoi de ma lettre et du chèque. Sa voix était différente, ni en colère ni exigeante comme je m'y attendais, mais fatiguée. Il a dit ne pas vouloir continuer à se disputer et être prêt à parler si j'y étais ouverte. Bien qu'il n'ait pas présenté d'excuses ou reconnu ce qui s'était passé, quelque chose semblait avoir changé. Peut-être commençait-il à comprendre que je ne céderais pas cette fois. Je n'ai pas encore répondu. Une part de moi veut le rappeler et explorer la possibilité d'une conversation honnête sur tout cela, mais une autre part se méfie, cela pourrait être une nouvelle tentative de manipulation pour me faire culpabiliser. Les mots de mon oncle résonnent encore, ils n'admettront jamais leur tort parce qu'ils ne croient pas avoir tort. Si je décide de parler à mon père, je dois me préparer à ce que rien ne change. Pour l'instant, je digère encore tout cela. Les révélations de mon oncle, les messages de la famille, le message vocal de mon père. C'est accablant, et je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine étape. J'aimerais croire que mes parents peuvent changer, qu'ils pourraient enfin me voir comme une égale plutôt que comme quelqu'un à contrôler. Mais je sais aussi qu'après toutes ces années de mauvais traitements, une seule conversation ne réparera pas tout. Pour l'instant, je prends chaque jour comme il vient. Alex et moi nous concentrons sur notre vie et notre avenir ensemble, en essayant de construire quelque chose de sain, libéré des schémas familiaux toxiques, mais la tension demeure. Est-ce que j'ai raison de maintenir ma position, ou suis-je en train d'éloigner la seule famille que j'ai ? Autant j'aimerais une réponse claire, autant je reste incertaine. Et peut-être que c'est normal pour le moment. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mais pour l'instant, je fais de mon mieux pour traverser cette situation. Mise à jour 3. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier pour toutes vos réponses. Vos conseils et votre soutien ont été inestimables dans cette épreuve familiale. Quand j'ai publié mon premier message, je ne savais pas où tout cela me mènerait, ni ce que je voulais vraiment. Mais après avoir lu vos commentaires et mûrement réfléchi, j'en suis arrivée à des conclusions importantes. Ce qui m'a vraiment marqué dans vos réponses, c'est le nombre de personnes qui ont souligné à quel point je me forçais à réparer la relation avec mes parents, à faire comme si tout pouvait redevenir normal. Mais en réalité, j'ai fini par accepter que c'est parfaitement acceptable si les choses ne redeviennent jamais comme avant, parce qu'au fond, je ne sais même pas ce que « normal » signifie pour nous. Ma relation avec mes parents a toujours été malsaine, et j'ai passé des années à faire semblant que ce n'était pas le cas. Maintenant, je comprends qu'il est sain d'abandonner l'idée que les choses correspondront un jour à mes attentes. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que j'avais peut-être été trop indulgente en supposant que mon père agissait par culpabilité. Avec du recul, je vois que je m'accrochais à l'espoir que son comportement soit dicté par des remords et qu'il puisse changer. Vous aviez raison. Cela n'excuse en rien ses actes ni les années de manipulation, de favoritisme et de contrôle émotionnel. Même s'il ressent de la culpabilité, cela n'efface pas les blessures infligées, et cela ne signifie pas que je doive lui pardonner. En parallèle, j'ai compris que j'avais besoin de clore ce chapitre de ma vie, que cette clôture implique ou non une réconciliation. Alors j'ai décidé de rencontrer mon père, en me disant que c'était nécessaire pour ma propre fermeture, pas pour la leur. Lors de notre rencontre, j'ai immédiatement remarqué qu'il n'était plus la figure intimidante de mon enfance. Il paraissait usé, presque abattu, et pour la première fois, vraiment désolé. Il n'a pas dit explicitement « je suis désolé ». Mais il a présenté ses excuses pour la façon dont s'était déroulée l'histoire du mariage et pour la manière dont ma mère et Jake m'avaient traité. Il m'a même dit avoir parlé à des membres de la famille pour leur demander d'arrêter de me harceler, ce qui m'a apporté un léger soulagement. Puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a tenté de me rendre l'argent. Il a sorti le même chèque que j'avais envoyé pour les frais du mariage et l'a glissé de mon côté de la table, me demandant de le reprendre. Il a expliqué que lui et ma mère en avaient discuté et qu'il voulait faire amende honorable. Cette fois, j'étais préparée. J'ai clairement dit que je ne reprendrais pas l'argent.
J'ai souligné que ce n'était pas simplement une question d'argent, mais de tout ce qui s'était passé au fil des années, être constamment traité comme une option secondaire et le fardeau émotionnel que cela avait engendré. J'ai expliqué que reprendre l'argent ne réparerait rien, et que ce n'était plus simplement une transaction financière. J'ai vu sa frustration quand j'ai refusé. On aurait dit qu'il ne savait plus quoi proposer. À ses yeux, rendre l'argent équivalait à des excuses, mais cela ne répondait pas aux problèmes plus profonds qui avaient pourri pendant des années. Il ne comprenait pas que les dégâts ne pouvaient pas être effacés par un simple chèque. Après mon refus, il est resté silencieux plusieurs minutes avant de dire qu'il ne voulait pas me perdre. Il a reconnu que les choses étaient allées trop loin et qu'il ne voulait pas que notre famille soit déchirée. Même s'il semblait sincère, j'ai compris que je ne recherchais pas la réconciliation telle qu'il l'imaginait. Je ne voulais pas revenir à notre ancienne dynamique, à faire semblant que tout pouvait soudainement s'arranger. J'avais besoin d'espace, d'une vraie coupure avec la relation toxique qui avait défini nos échanges depuis si longtemps. Je lui ai donc dit que j'avais besoin de temps loin de la famille, et que même si cette rencontre était importante, elle ne changeait presque rien. J'ai expliqué que je n'étais pas prêt à simplement pardonner et oublier. J'avais besoin de temps pour guérir à mes conditions. Étonnamment, il n'a pas contesté. Il a simplement hoché la tête et dit qu'il comprenait, sans essayer de me faire changer d'avis ni m'accuser d'exagérer, comme il l'avait fait dans le passé. D'une certaine manière, cette reconnaissance signifiait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. En quittant la rencontre, j'ai ressenti des émotions mitigées. Je n'étais pas en colère, mais je n'étais pas soulagée non plus. J'espérais trouver une forme de clôture, mais la clôture n'est jamais aussi nette qu'on l'aimerait. Il n'y a pas eu de vraie résolution, pas de grande réconciliation ni de révélation émotive. Cela s'est simplement terminé. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, et maintenant, c'était à moi d'avancer. Depuis, j'ai pris des mesures pour préserver ma paix. J'ai bloqué d'autres membres de la famille qui continuaient à me harceler, et Alex et moi nous concentrons sur la construction de notre vie, sans le drame familial constant. Avoir enfin de l'air a été apaisant, même si une partie de moi reste partagée. Je sais que j'ai pris la bonne décision en m'affirmant, mais cela ne rend pas les choses faciles. Il y a des jours où je me demande si j'aurais pu agir autrement, ou offrir une autre chance à mes parents. Puis je me rappelle ces années à me sentir insuffisant, et je me redis que je mérite mieux. Jake, sans surprise, ne m'a pas contacté depuis ma rencontre avec mon père. Je soupçonne qu'il est toujours fâché à cause des répercussions. Mais à ce stade, je n'ai aucun intérêt à réparer notre relation non plus. Il a clairement montré où se trouvent ses loyautés, et j'ai accepté que notre relation n'atteindra jamais son plein potentiel. Et ça me va maintenant. Abandonner le fantasme que nous pourrions un jour être proches a été douloureux, mais libérateur. Quant à mon père, l'avenir reste incertain. Il semblait réellement plein de remords, mais je ne sais pas si cela suffira à reconstruire une relation. Pour l'instant, je vais continuer à me prioriser, moi et mon bonheur. S'il y a bien une leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que je mérite, pour une fois, de me mettre en premier. Et c'est exactement ce que je vais faire. Voilà où j'en suis actuellement. Ce n'est pas la fin heureuse que j'aurais pu souhaiter, mais c'est la conclusion dont j'avais besoin. Et parfois, c'est suffisant. Merci encore à tous ceux qui ont suivi cette histoire et m'ont offert leur soutien. Votre aide a compté bien plus que je ne saurais le dire.